Bonjour, merci de nous rejoindre sur Parlementaire, une émission que nous tournons aujourd'hui au niveau de l'hôtel de Lac. C'est là, juste en face du chenal de Cotonou, non loin de l'embauchure et même, on va dire aussi en face du lac de Cotonou. Et là, nous allons évoquer un sujet qui a trait à l'eau, à la mer, le rapport notamment des Béninois avec la mer. Pour l'exercice, celui qui nous reçoit là, non loin de ces locaux, c'est professeur Zachary Sorou. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes océanographe-pêcheur, directeur de l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin. Merci d'avoir accepté de faire cet exercice-là avec nous ce matin. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour nous aussi de nous entretenir avec vous sur ce sujet très, très important. On va y aller, on va dire, en nous demandant justement le rapport que les Béninois entretiennent avec l'eau, mais surtout spécifiquement avec la mer. Disons que les rapports que les Béninois entretiennent, ça dépend des différentes catégories de personnes. Nous avons d'abord les pêcheurs qui savent qu'ils doivent se nourrir des ressources qui s'y trouvent. Et leur vie en dépend. Et cela, par exemple, le rapport qu'ils entretiennent, c'est un rapport c'est basé sur l'économie, au fait, pour leur bien-être. C'est ce rapport-là qu'ils adoptent. Et par rapport à leur comportement, disons les comportements ancestraux, par exemple, dès qu'il y a pénurie de poissons, ils vont dire que qu'il faut donner à manger à leur vaudou, puisqu'il y a un vaudou sont toujours des vaudous qui est dédié à la mer, qui sont dans presque tous les villages de pêcheurs, et qu'il faut donner à manger à ces vaudous-là pour que le poisson puisse arriver. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils entretiennent encore ces relations avec la mer. Et non seulement ça, il y a les spiritualistes qui entretiennent d'autres rapports qui disent que dans la mer, il y a des esprits, qu'il faut vénérer la mer, il faut faire ceci. Donc il y a ces gens-là aussi qui ont leurs idées. Et il y en a qui vont parler, disons, de la sirène de mer, que on n'a jamais vu. Puisque, comme je dis que je suis pêcheur, j'ai chaluté dans beaucoup de mers, dans tous les océans au monde. J'ai déjà chaluté au moins dans tous les océans au monde. On n'a jamais pêché une sirène. Donc c'est pourquoi je dis que c'est du point de vue vraiment spiritualiste. Maintenant, il y a les adeptes de vaudou aussi qui disent que il y a Zangweto en mer, il y a ceci en mer. Malheureusement, comme c'est spiritualiste, on ne les a jamais pêchés par peut-être qu'avec un peu d'initiation, pourquoi pas, vous aurez pu voir, on va dire, ces éléments-là. Donc, pour ainsi dire, il y a des activités de point de vue économique, mais aussi cet aspect culturel-là, qui prend quelle dimension? Il y a une certaine dimension assez profonde, assez développée par rapport aux Béninois en termes de la mer? Oui, c'est assez développé. Mais aujourd'hui, les choses sont en train d'être diluées complètement parce que quand on voit, scientifiquement, quand on analyse qu'il y a pénurie de poissons, il y a les paramètres physico-chimiques, les paramètres environnementaux qui sont vraiment désordonnés, qui ne sont plus en ordre, qui sont affectés. Et c'est par rapport à cela que nous, on analyse pour dire, la température, cette fois-ci, la température a monté, donc normalement, on ne doit pas avoir de poissons, mais le courant est très fort, donc on ne doit pas avoir de poissons. Et quand vous analysez scientifiquement, vous avez des réponses. Mais il n'en demeure pas moins que quand on va aussi dans le domaine spirituel, c'est pour ça peut-être aussi que ça draine beaucoup d'esprits dans beaucoup de monde, que quand les gens parlent en spiritualité, ils ont aussi leurs réponses. De toutes les façons, chacun voit ce qui peut vraiment, ce que l'arranger, c'est-à-dire du point de vue de sa croyance. Et c'est ça le problème au fait. Quand tu crois à ça, là, tout ce qu'on développe là, toi tu mets ça dans ta dimension. À ce que tu crois. Les rationalistes, les religieux, on va dire, tout ça se croise. Mais au Bénin, finalement, quand on vous pose la question, est-ce que les gens sont fascinés par les choses de la mer, de façon générale? De façon générale, les gens sont fascinés. Quand vous prenez, par exemple, il y a des religions, par exemple, qui vont, disons, prier sur la plage. Ils disent qu'il y a des esprits et ils invoquent toutes sortes d'esprits pour avoir, disons, le bien-être, tout ça là. Donc, ça veut dire que les gens croient fermement à ça là.
Donc, je pense que comme je disais, que ça dépend des catégories de personnes. C'est ça, au fait. Quand vous prenez quelqu'un qui va nager en mer, qui va surfer, ceux-là, par exemple, ils n'ont aucune notion pour dire que c'est l'esprit qui fait que, bon, le vent n'a pas... Non, la pure technique. C'est ça. On est dans la technique, on explique ces phénomènes-là scientifiquement. C'est ça. Mais de l'autre côté, quand tu crois un peu, tu vas dire, bon, c'est à cause de tel phénomène, il y a ça. Il est bien vrai qu'il y a beaucoup de phénomènes qu'on n'arrive pas, en tant que profane, les gens n'arrivent pas à s'expliquer. Si nous prenons, par exemple, disons, la houle, la façon dont la mer monte et descend, ça a une explication scientifique. Et ça, là, c'est dû, par exemple, aux astres. Aux astres que nous avons, c'est dû au mouvement de la Lune, c'est dû au mouvement de la Terre. Donc, ces deux mouvements conjugués, c'est ça qui donne la houle, ces mouvements-là qui en rajoutent à la fascination. Et moi, même jusqu'aujourd'hui, en tant qu'océanographe, quand je vais en mer et que je commence par regarder, je ne fais attention à personne. Ça me fascine toujours. Parce que comment est-ce que tout ça là peut se produire sans, disons, un moment. Mais il y a le mouvement de la Terre qui est là. Donc ça me fascine si bien que moi je me dis aujourd'hui, quand j'ai des problèmes et que je vais au bord de l'océan, je suis là tranquille, je regarde, je fixe, ça me relaxe, ça détend. Et non seulement ça te détend et il y a le courant marin, il y a l'air marin qui est chargé de l'iode. Donc il y a des gens qui souffrent par exemple de l'asthme. Si ceux-là vivent en permanence au bord de la mer, ils ont, on va dire, un peu de soulagement. Ils ont de soulagement. Alors, on a ces notions-là, on va dire, les notions un peu ayant trait à la santé, aussi à la relaxation due à ce qu'on pourrait appeler le recueillement au bord de la mer, mais surtout tous les éléments de fascination, que ça soit lié au Dieu ou même à l'observation, tout ça, est-ce que ce sont les facteurs stimulants de ce qu'on pourrait appeler le tourisme marin? Bien sûr, le tourisme marin, c'est très très plaisant. C'est-à-dire quand on parle de baptême de mer, je prends ça seulement, ce côté-là, baptême de mer. Quelqu'un qui n'est jamais allé en mer. Le premier contact, le premier jour. Quand il va, il est très très content. Sauf qu'il y a le mal de mer qui peut arriver. Et le mal de mer ne dépend pas de quelqu'un qui n'a jamais contact avec la mer ou bien qui est la personne qui est habituée à la mer. Quand on peut en souffrir, on en souffre même quand on est... Ça dépend de la constitution de la personne, l'organisme. L'organisme peut en souffrir même si tu es habitué. Il y a des pêcheurs qui sont nés au bord de la mer qui aujourd'hui, à des moments donnés de l'année, les moments critiques où il y a, disons, les hautes vagues, sentent le mal de mer. Par contre, il y en a qui ne sont jamais allés en mer, qui ne connaissent même pas la mer, et dès qu'ils y vont, ils n'ont aucun problème. Parce que ça fait partie de leur constitution. C'est comme ça. Il y en a qui ont peur pour dire, bon, la mer, quand on tombe, et puis, bon, souvent, on voit nos gens de l'intérieur, souvent, qui disent que, ceux qui ont très peu de contact avec les grands. Disent que, les gens de telle région n'ont pas accès à l'eau, ils ne travaillent pas sur l'eau, ils ne veulent pas sur l'eau. Les gens me posent la question aujourd'hui pour dire, mais toi, qu'est-ce que tu es allé chercher pour aller travailler avec la mer? Moi-même, je ne sais pas, c'est la providence. Alors là, vous posez la question, professeur, le tourisme justement marin, quelle en est la teneur aujourd'hui au Bénin? Est-ce que c'est une activité assise, comme l'étendue de notre, on va dire, espace maritime? On a fait, disons, si nous prenons par exemple l'observation des baleines. L'observation des baleines, quand on a commencé les premières recherches là-dessus au Bénin, c'était en l'an 2000. Quand on a commencé ces premières recherches pour pouvoir identifier, caractériser les cétacés, c'est-à-dire les baleines et les dauphins, on avait invité les ONG et les agences de tourisme pour leur donner un engouement à la création, à la dynamisation de cette filière-là. L'offre touristique maritime. L'offre touristique. Malheureusement, il s'est fait que jusqu'à aujourd'hui, les agences de tourisme ne sont pas encore rentrées dedans. C'est dû à quoi? N'est-ce pas peut-être la logistique un peu contraignante qui dit, mais quand même, là, on ne parle plus de pirogue, là. Non, je pense qu'ils n'ont pas
eux-mêmes, ils n'ont pas mis l'accent là-dessus. Ils ne sont pas allés sur ce terrain-là. C'est ça le problème. Et non seulement ça, ce qui peut peut-être, je ne les dédouane pas, ce qui peut peut-être les décourager, c'est peut-être le fait que, avec ce que Nature Tropicale fait, par exemple, pour aller faire l'observation des baleines, on fait ça chaque année, là, pendant la période où ces mammifères-là viennent fréquenter nos côtes. On a très peu de Béninois qui souscrivent ou qui payent pour aller faire. Puisqu'on n'a pas, je peux dire que le Béninois n'a pas encore disons, est-ce que... On parlera de la culture touristique, non? Oui, justement. On dirait que les Béninois, surtout liés à l'océan, le Béninois n'a pas encore cette culture. Et on voit que, bon, c'est-à-dire des gens qui doivent payer 25 000, 50 000 pour aller voir seulement quelques heures, que c'est de l'argent perdu. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas encore beaucoup d'engouement. Donc, ceux qui font vraiment ceux qui font légion pour pouvoir aller en mer pour faire cette observation, c'est surtout les expatriés, les étrangers. Donc, ça fait que, certainement, c'est ça qui a fait que les gens ne sont pas lancés, les agents de tourisme ne sont pas lancés dedans pour faire de cette filière-là une filière touristique. Alors que peut-être d'aucuns pourraient, on va dire que c'est l'attractivité même du secteur, enfin, on va dire des agences qui est en jeu. Parce qu'il faut créer le marché et non attendre le marché avant de créer les agences. Justement, c'est ça. Et alors que les agences sont là, moi je les invite à vraiment se lancer dedans pour pouvoir mener ces activités, pour que ce soit une filière développée chez nous. Ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui par rapport à l'écotourisme, tout le long de la plage, les digues, les brises-lames, les sites balnéaires qu'on est en train de construire là, ça fascine. Quand on voit ces trucs-là dans d'autres pays, c'est du monde. Ça draine du monde. Toujours il y a du monde là pour aller observer, pour aller nager, pour aller se récréer. Et aujourd'hui, par exemple, quand tu vois la population en général, les week-ends, ils veulent aller rester au bord de la mer pour manger, festoyer. Au moins, il y a cette relation-là déjà dans notre population. Donc, ça fait que les gens aujourd'hui, quand on dit vers la plage pour aller, disons, festoyer, pour aller fêter un anniversaire, pour aller, disons, faire une fête, par exemple, ça attire beaucoup de gens aujourd'hui. Donc, je pense qu'avec cette attraction, ça pourra venir. C'est une attraction normalement qui devait inspirer les agences pour, on va dire, développer vraiment des offres adaptées surtout, parce qu'il y a aussi ça. Oui. Il y a une économie locale, donc des capacités financières auxquelles il faut adapter les offres sans doute. Non, je pense que c'est une question de volonté au niveau de ces agents de tourisme. Parce que j'ose croire qu'aujourd'hui, le gouvernement offre une facilité à ces entreprises. J'ose croire, j'ai dit, offrir une facilité à ces entreprises d'écotourisme pour pouvoir aller observer la mer, se relaxer. Donc je pense que les gens, ils peuvent commencer par tenter pour voir ce qu'ils peuvent obtenir. Parce que si il est bien vrai, il faut faire un plan d'affaires, tout ça là pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils pourront le faire. Parce que de plus en plus, quand on voit les gens, dès qu'ils lancent, il y a plusieurs fois, par exemple, Nature Tropicale, l'ONG Nature Tropicale, plusieurs fois dans la période où les cétacés fréquentent nos côtes, il y a plusieurs fois où ils vont en mer. Oui, ils ont fait des expéditions en mer. Nous, par exemple, à l'Institut, on fait des expéditions, par exemple, à l'endroit des cibles, par exemple, soit des chercheurs, soit à l'endroit des étudiants, pour aller observer. On fait de temps en temps ces sorties-là. Si on a un financement... Mais en gros, le secteur reste à être, on va dire, renforcé, si vous voulez. Alors, on a fait le tour à la fois des activités ordinaires, mais aussi des activités culturelles. Et là, le tourisme, finalement, la mer, le rapport que les Béninois entretiennent avec la mer sont des rapports qui restent à être renforcés. Il y a encore du potentiel non mis en valeur. Tout à fait, il y a du potentiel parce que même au plan mondial, on n'a pas encore fini d'explorer la mer. Déjà. Et je pense que c'est plus que jamais une opportunité actuellement de pouvoir vraiment redynamiser ce secteur.
surtout en cette période où les Nations Unies ont proclamé la décennie des océans, qui va jusqu'en 2030. Donc, nous devons mettre beaucoup d'activités dedans pour pouvoir faire voir aux gens, ce que la mer nous rapporte. On est en train de penser à une activité, par exemple, on va parler de l'importance de la mer dans le développement durable. L'importance de la mer dans le développement durable. Vous voyez ce que la mer au monde, c'est 92% des marchandises convoyées qui passent par la mer. Au niveau transport, oui, il n'y a pas grand débat, effectivement. Au niveau transport, au niveau des ressources fossiles, par exemple, nous avons le pétrole, le gaz. La majorité, ça vient de la mer. Maintenant, par rapport aux ressources halieutiques, nous prenons le poisson, les crabes, j'en passe, tout ce qu'on consomme, les fruits de mer en général, c'est une grande manne pour notre population et pour la santé aussi, parce que quand vous consommez plus les fruits de mer, vous êtes en bonne santé. Parlementaire, c'est bien évidemment la terre qui nous intéresse, pour ne pas dire l'environnement. Alors, de toutes ces activités, qu'est-ce qui est, on va dire, ce qu'on pourrait pointer comme étant les problèmes environnementaux qui se découlent de ce rapport-là qu'on a dressé? Justement, les problèmes environnementaux, il y en a plusieurs. D'abord, il y a la pollution. La pollution qui est un problème. Pas seulement un problème pour le Bénin, c'est un problème mondial. Au niveau local, elle est poussée, elle est... Ah oui, elle est poussée. Si vous voyez par exemple, dès qu'il y a une population quelque part, la population produit assez de déchets. Et ces déchets-là, si les déchets-là ne sont pas bien managés, les déchets-là se retrouvent en mer. Chez nous, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est bien managé? Quels sont les problèmes de façon probable qui se posent? Aujourd'hui, par exemple, on doit se frotter un peu les mains. Ce n'est pas encore ça, mais c'est déjà encourageant que dans le futur, que ça va s'améliorer avec la gestion des déchets que nous avons aujourd'hui. Et le gouvernement a vu juste de dire qu'il faut déplacer les gens du chenal, c'est-à-dire là où il y a le chenal d'Antokpa, qu'il faut déplacer les gens. Ça a réglé un problème de pollution? Ça va régler un grand problème de pollution. Parce que dès qu'ils produisent les déchets, c'est directement dans l'eau. Et la gestion aujourd'hui des déchets, ça a soulagé un peu là. Si vous voyez par exemple, au niveau de Dantokpa, où on a délogé les gens et les militaires sont là tout le temps. Alors que normalement déjà, avec le temps que les militaires ont fait, les habitudes devaient relayer. Alors, en dehors de la pollution, on va dire physique, matérielle, est-ce qu'au niveau des espèces, on va dire locales, est-ce qu'il y a des menaces? Bien sûr, il y a des menaces. Quand vous avez la pollution, ça impacte négativement les espèces. Dès que ça impacte négativement les espèces, ça impacte l'homme. Nous qui mangeons les poissons. Puisque déjà, au niveau des poissons, nous avons des microplastiques. Déjà, dans leur corps, qui se retrouvent dans nos assiettes qu'on mange. Et ça nous rend malade. Il y a des poissons, par exemple, quand ils prennent des produits, par exemple, ça infeste leur chair. Et déjà que nous, on mange, il est bien vrai qu'il n'y a pas encore d'études aujourd'hui pour voir quel est l'impact direct. C'est-à-dire, les populations prennent une population cible qui vont consommer régulièrement ces produits-là. On les prend, on les suit, par exemple, par rapport à leur santé pendant un certain temps. Là, on pourra vraiment déduire que ça impacte. Mais ce qui est sûr, c'est que ça nous rend malade. Dès que le milieu est pollué, que nous utilisons les produits de ce milieu-là, ça impacte négativement notre santé. Et non seulement les ressources, il y a des ressources, par exemple, qui se font rares, parce que dès que l'espèce ne retrouve pas son milieu de vie, les caractéristiques qui doivent lui permettre de bien vivre, dès que l'espèce ne retrouve pas, l'espèce peut tenter de s'acclimatiser, de s'adapter ou de migrer. Ou de migrer.
ou bien de périr et complètement. Vous avez parlé des efforts bien évidemment partagés avec nos téléspectateurs, les secrets de l'environnement de tournage avec bien évidemment le vrombissement des machines qui justement entre dans le cadre de ces efforts-là, des aménagements dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a des espèces, et ça c'est en 1 minute pour sortir de cet entretien, est-ce qu'il y a des espèces spécifiques pour lesquelles il y a à sonner l'alerte? Bien sûr, si nous prenons par exemple, il y a des poissons aujourd'hui qu'on ne retrouve plus, quand nous prenons... Qui ne sont plus en circulation. Qui ne sont plus là. Mais il faut bien que ce n'est pas seulement au Bénin. Aujourd'hui, il y a les requins scies, les raies scies, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Ça a disparu. Et non seulement ça, il y a les sardinelles que nous consommons vraiment régulièrement. Puis les sardinelles, il y a deux types de sardinelles. Il y a la sardinelle plate et la sardinelle ronde. La sardinelle ronde est devenue rare aujourd'hui sur toute la côte. Donc, nous avons ces espèces-là qui sont menacées directement. Parce que c'est les poissons pélagiques, les poissons qui vivent en surface. Et allons voir alors les poissons qui vivent sous l'eau. Parce que la pollution dont on parle, elle a la pollution de l'eau, la pollution du sédiment. Et ces poissons-là qui vivent là-bas, vous voyez ce qu'ils ont comme... Ils reçoivent directement le choc. Est-ce qu'il y a très rapidement des choses simples, pratiques, peut-être à partager avec les usagers proches de la mer pour freiner la saignée? Aujourd'hui, par exemple, il faut que nous, les citoyens, où que nous sommes, même au nord, nous adoptons un comportement citoyen par rapport à la gestion des déchets. Ayons l'habitude d'aller mettre les déchets dans des poubelles. C'est très très important. Et d'un autre côté, vous voyez par exemple, pour aller nager en mer, il faut vraiment suivre les instructions qui sont données pour pouvoir aller nager en mer compte tenu de l'importance du courant à des moments donnés. C'est très très important. Et ceux qui ne savent pas nager, on les invite à ne pas aller nager. On n'apprend pas à nager en mer. Il faut aller apprendre à nager en piscine pour rentrer en mer après. Donc, j'invite la population, ceux qui vont habitude d'aller en mer, de vraiment respecter la mer. Je vais mettre pied dans l'eau, tout ça là c'est beau, mais il faut faire suffisamment attention pour éviter les casses. Et aujourd'hui, nous allons, parce que je ne peux pas parler, si on parle de ça, les aménagements que le gouvernement fait aujourd'hui par rapport à la construction des épis, par rapport, disons, aux aménagements, le nettoyage des plages, c'est des attitudes. Parce que moi, je m'en glorifie aujourd'hui. Dès que je sors, je dis, la plage du Bénin, c'est la plage la plus propre. C'est vrai qu'il y a quelques années où penser à la mer amène les images des bâtisses qui, on va dire, qui périssent, les bâtisses qui périssent au niveau des abords. Et effectivement, la tendance aujourd'hui, penser à la mer, c'est penser à la beauté, effectivement. Pour vous, vous dites, c'est une joie immense. C'est vraiment une joie pour moi. Et je suis fier. Dès que je voyage, une fois que je vais à l'extérieur, je dis, ah mais le Bénin a la plage la plus propre. Ça se dit déjà chez les voisins. Ah oui, non, ça se dit, parce que quand vous allez au Togo, au Ghana, au Nigeria, ça là, on ne peut pas comparer ce que nous avons aujourd'hui. Il y a quelques années de cela, la plage de Togo et nos plages... Ah oui, non, la plage de Togo, il faut comprendre la plage du Togo. La plage du Togo, ce n'est pas très... c'est 50 km. Facile à gérer. Facile à gérer et la majorité, c'est à Lomé. La majorité, c'est à Lomé. Et maintenant, notre plage, il est bien, mais nous avons seulement 125 km de côte. Nous avons 125 km de côte. Mais aujourd'hui, c'est nettoyé, c'est plus propre aujourd'hui. Donc on doit... ça permet de développer l'écotourisme. Et les Chinois étaient arrivés ici la fois passée, ils disaient, on doit remercier notre gouvernement qui a levé, disons, les visas pour eux, tout ça là. Parce qu'il faut... Des opérateurs économiques qui sont arrivés, ils viennent pour nous demander des renseignements, comment ils vont investir sur ceci, comment ils vont investir sur ça là. Ils vont investir sur l'éolienne pour pouvoir produire de l'électricité, tout ça. Tu vois que c'est très très encourageant. Et la plage, on dit, mais vous avez une plage très très propre. Et là, peut-être, c'est l'occasion, professeur, de prendre rendez-vous avec les téléspectateurs sur, finalement, au-delà de la fascination et de ces activités qu'on a abordées, ce que pourrait potentiellement apporter la mer en termes de développement. Fondamentalement, ça,
on aura l'occasion d'aborder cet aspect-là. C'est vrai que vous avez ébruité le sujet, mais on va y revenir de façon un peu plus profonde. Déjà, vous remercier pour votre disponibilité de ce matin, professeur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi, plaisir pour toute mon équipe, l'équipe de l'IROM, pour pouvoir partager ce que nous faisons. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de partager ce que nous faisons réellement à l'IROM. On aura plusieurs occasions de revenir, effectivement, parce que qui dit la mer, qui dit l'environnement, doit penser à la recherche et forcément, on va partager les efforts que vous fournissez au niveau donc, de l'Europe. Merci beaucoup, professeur. Merci, chers amis téléspectateurs. À notre prochaine rencontre sur Parlementaire.